Y a que moi qui trouve ça impressionnant que Kishimoto ait écrit 3 fois le même antagoniste. Non, parce que je veux bien que Gaara, Nagato et Obito soient différents, mais on est quand même en droit de se demander si les 3 étaient vraiment nécessaires. Genre, ça fait un peu doublon, voire triplon. Et ben justement, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Salam les refs, bien, moi c'est Jixtro, et après vous avoir parlé des premiers antagonistes de Naruto dans ma dernière vidéo, j'avais envie de voir avec vous d'autres antagonistes de l'œuvre qui sont tout aussi importants que les premiers, mais pour une raison bien différente. Aujourd'hui, on va parler de ces personnages qui sont construits comme des miroirs à Naruto, dans le sens où ils ressemblent en tout point, ou presque, à notre protagoniste. L'idée c'est donc de comprendre pourquoi Kishimoto a employé cette technique en miroir sur certains de ses antagonistes, et puis aussi du coup, pourquoi est-ce qu'il a réutilisé autant de fois cette technique. Et une fois qu'on en aura fini avec le pourquoi du comment, on va se poser tranquillement pour critiquer un peu tout ça. Avant d'aller plus loin, et si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et un commentaire, histoire de soutenir la chaîne. Pensez à vous abonner aussi s'il vous plaît, on vise les 10K Inch'Allah. En tout cas, merci à ceux qui prendront quelques secondes pour le faire, sachez que ça me fait énormément plaisir et ça aide vraiment à faire grandir la chaîne. Bref, sur ce, place à la vidéo. Ok, alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais prendre quelques secondes pour clarifier un petit truc. Comme je l'ai dit dans l'intro, il y a quelques jours j'ai sorti une vidéo sur les premiers antagonistes de Naruto, dans laquelle j'ai parlé de Zabuza, d'Orochimaru et de Gaara. Sauf qu'aujourd'hui encore, je vais reparler de lui, mais cette fois ce sera sous un tout autre angle, donc pas de panique, vous allez pas revoir la même vidéo. Et pour ceux qui l'ont pas encore vue, je vous conseille d'aller la voir quand vous aurez fini celle-ci, mais faites attention parce que vous risquez de vous prendre une bonne grosse claque de nostalgie dans la gueule. Mais enfin soit, venons-en à notre sujet du jour et regardons ce qui se cache concrètement derrière ces miroirs de Naruto. Pour commencer donc, on va parler de Gaara. À mon sens, son combat contre Naruto est sans aucun doute l'un des plus importants et potentiellement même le plus important de tout le manga. En fait, c'est la première fois que notre protagoniste parvient à sauver quelqu'un en le ramenant du bon côté, malgré que c'est été un ennemi. Sauf que la clé de ce sauvetage réside dans le fait que Naruto se soit reconnu en Gaara. Il a perçu en lui le même mal-être et les mêmes souffrances que lui-même avait endurées à cause de Kyuubi. Mais du coup, il avait aussi compris que Gaara, lui, n'avait jamais pu s'extraire de sa solitude parce que personne ne lui avait jamais véritablement tendu sa main. Et quand je me dis ça, ça m'amène toujours à cette même conclusion. Au final, Gaara, c'est juste une version alternative de Naruto qui n'a jamais été sauvé de sa solitude. Si vous voulez, c'est un peu comme un what if. En fait, avec lui, on voit ce que serait devenu Naruto s'il n'avait jamais rencontré Iruka ou l'équipe 7. C'est en ça que Gaara est un miroir à Naruto. Mais cette manière de voir les choses permet en réalité de mettre en perspective tout le propos de notre protagoniste. Pourquoi ? Parce que maintenant, Gaara, c'est plus un monstre impersonnel et déshumanisé. Non, c'est tout le contraire même. C'est le personnage qui ressemble le plus à Naruto. Forcément, ça va nous pousser à nous questionner. Genre, de tous les gentils ninjas qu'on a vus là, celui qui peut le mieux comprendre les peines de notre héros, c'est un monstre. Non, il y a un problème là, ça n'a pas de sens. Ce qui ne peut vouloir dire que deux choses au final. Soit Naruto est lui aussi un monstre, soit Gaara n'en est tout simplement pas un. Mais à moins d'avoir lu Naruto en hébreu, à l'envers et en sautant 3 chapitres sur 5, c'est juste impossible de considérer Naruto comme un monstre. Donc il ne reste que l'option numéro 2, et Gaara non plus n'est pas un monstre. Et en fait là, on vient déjà de mettre en évidence le premier intérêt de construire son antagoniste comme un miroir au protagoniste. Si vous l'avez toujours pas compris, en gros, cette technique permet d'humaniser le personnage. Ok, c'est bien beau tout ça, mais ça sert à quoi en fin de compte ? Je veux dire, on parle d'antagoniste là, il n'y a pas vraiment besoin qu'il soit humanisé. Si on prend Freezer ou Boo par exemple, ils remplissent très bien le rôle sans qu'il n'ait une once d'humanité en eux. Alors ouais, mais non. La différence en fait, c'est que Kishimoto et Toriyama ne racontent pas du tout la même chose avec leur manga. Donc si on veut comprendre l'intérêt de Gaara en tant que miroir de Naruto, on doit d'abord comprendre le message de l'œuvre. Sauf que... je sais pas si vous avez remarqué, mais les messages dans Naruto, c'est vraiment pas ce qui manque. En 700 chapitres, Kishimoto, il a eu le temps de nous développer absolument toutes les thématiques du monde, et il a même eu le temps de se contredire en route carrément. Ceci dit, à mon sens, il y a quand même un message en particulier qui n'a jamais été dénaturé, et qui a même pris de plus en plus de place dans l'œuvre. C'est tout le propos autour du cycle de la haine. En gros, Kishimoto, à travers le personnage de Naruto, veut nous faire comprendre qu'on n'est jamais condamné à la reproduction de la haine, et il nous explique aussi qu'il vaut mieux privilégier l'amour. Rien d'extraordinaire en soi, c'est un beau message qui fonctionne toujours assez bien en fiction quand il est correctement raconté. Et justement, pour nous le raconter, Kishimoto passe par sa construction en miroir.
Parce que, en nous montrant que Gaara ressemble à Naruto, il déconstruit l'image de monstre qu'on avait de lui et il nous oblige à le considérer comme un véritable être humain. On peut pas se contenter de balayer son cas d'un revers de la main en expliquant les atrocités qu'il a commises par sa nature de monstre. Non, Kishimoto veut qu'on prenne conscience du fait que Gaara n'est pas si différent que ça du héros qu'on a précédent. Et histoire de bien appuyer son idée de cycle de la haine à briser, il termine son combat par une victoire de Naruto aussi bien sur le plan physique que sur le plan idéologique. À ce moment donc, il nous montre que l'empathie et la volonté d'aider Naruto prennent le pas sur la solitude et le chaos de Gaara. Ok, mais ce qui est vraiment intéressant avec cette résolution, c'est surtout ce qui vient après, une fois qu'on a bien digéré le combat. Parce que là, il y a deux idées qui sont absolument cruciales au propos du manga, avec l'une portant sur le passé et l'autre sur l'avenir. Je m'explique. La première idée repose sur le passé de Gaara, parce que c'est bien lui qui permet d'humaniser le perso et de déconstruire son aura monstrueuse. Avant de voir le flashback et donc tous les drames qui avaient traumatisé et fragilisé Gaara, en tant que lecteur on s'était allègrement permis de porter un jugement sur lui, alors qu'au final on ne connaissait presque rien du perso. Et c'est normal en soi, Kishimoto nous montrait volontairement une seule facette de son antagoniste pour garder du mystère autour de lui et nous mettre dans la peau des Genin de Konoha. Mais du coup, ça n'empêche qu'on l'a jugé sans avoir tous les tenants et les aboutissants. Maintenant, la seconde idée, qui concerne le futur cette fois, passe par la rédemption potentielle de Gaara. En fait, quand Naruto choisit de sauver Gaara parce qu'il partage ses souffrances, il nous montre la voie à suivre dans ce genre de situation. En gros, si on réussit à apprécier Naruto malgré sa nature de réceptacle, il n'y a pas de raison pour laquelle on ne pourrait pas aussi apprécier Gaara s'il réussit à changer. Ce dernier point est important, parce que l'appréciation du perso doit être conditionnée d'un changement de Gaara. Il a beau avoir souffert comme pas possible, ça n'excusera jamais toutes les atrocités qu'il a commises. Ce qui me permet du coup de préciser que les jugements qu'on a portés sur le perso n'étaient en rien infondés ou illégitimes. Donc ici, le passé nous donne les clés nécessaires pour comprendre le mal-être de Gaara et l'avenir, lui, ouvre la voie vers de meilleures perspectives. Mais cette complémentarité, en fait, c'est la clé que Kishimoto pense nécessaire pour briser le cycle de la haine et ça transcende carrément son manga. Regardez, si on s'arrête maintenant sur ces deux éléments, on garde toujours en tête le cycle de la haine et on transpose tout ça à la vraie vie. On se retrouve juste avec un auteur qui nous explique comment vivre en société en évitant le plus possible de perpétuer des conflits. Alors déjà, faut garder en tête qu'on ne connaît jamais pleinement le passé d'une personne, et donc on ne connaît pas non plus les souffrances et les peines auxquelles elle a dû faire face. Ensuite, faut jamais fermer la porte au changement et à la rédemption. En partant du principe que tout le monde est toujours capable de changer pour le meilleur, on ouvre en fait la porte à plein de nouvelles possibilités, et surtout, on ne condamne pas la personne en question à rester prisonnière de ses torts. Perso, je trouve ça trop beau comme message, et c'est amplifié par l'évolution de Gaara qui ne cesse de devenir un meilleur individu. Ok, pause, je viens d'avoir un vilain flash là sur tout ce qu'on pourrait encore dire sur lui, entre le moment où il sauve l'ellipse qu'il fait devenir Kazekage, son arc de sauvetage, sa résurrection, la quatrième... Oh là 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 là, ça fait mal à la tête. Non, le perso est tellement immense, c'est une dinguerie honnêtement, mais vas-y, ça me fera mes sujets de vidéo pour dans 5 ans. En tout cas, s'il y a bien un truc que je peux vous dire, c'est que malgré toutes les critiques qu'on pourrait faire à Kishimoto ou à Naruto, moi je surkiffe la philosophie du manga. Honnêtement, je pense que c'est en grande partie dû au fait qu'il touche pile mes points sensibles. J'avoue, j'ai un petit côté naïf et optimiste de con qui aime croire en la bonté chez les autres. Du coup, forcément, la storyline de Gaara me touche, mais tu connais, on reste debout. Maintenant, voilà, Naruto ça reste un manga et donc une histoire fictive avec plein de limites dont on reparlera plus tard. Mais avant d'arriver jusque-là, faudrait déjà penser à conclure cette partie sur Gaara. Du coup, avec l'analyse de ce combat, on a pu mettre en évidence concrètement comment Gaara avait été construit par rapport à Naruto et en quoi cette construction relevait du miroir. Ensuite, on s'est aussi beaucoup attardé sur le pourquoi. L'idée principale étant que cette approche a permis d'humaniser Gaara, ce qui a à son tour permis de recontextualiser l'opposition thématique entre les deux persos. Et pour finir, Kishimoto nous a montré, via la résolution du combat, quelles étaient les clés nécessaires pour briser le cycle de la haine. Bien, maintenant qu'on a dit tout ça, on peut passer au cas suivant, qui est celui de Nagato. Mais je compte sur vous pour garder en tête ce qu'on vient de dire par rapport à Gaara, parce que je vais évidemment devoir le réutiliser, et j'ai pas spécialement envie de me répéter 1 milliard de fois. Typiquement, tout ce qu'on a déjà dit sur les raisons derrière l'utilisation d'une construction en miroir va aussi s'appliquer à Nagato et Obito. Donc l'humanisation des persos, la recontextualisation des combats et le jeu de complémentarité entre le passé et le futur, tout ça là, on considère que c'est de la matière acquise à partir de maintenant. Oh, la phrase de prof que je viens de lâcher. J'espère que j'ai pas réveillé des traumas enfouis chez certains.
Du coup, ce qui va nous intéresser dans cette partie sur Nagato, c'est d'abord comment le personnage est construit en miroir, ça bouge pas vu que c'est quand même différent pour chaque antagoniste, et ensuite, quand ce sera fait, on pourra se demander pourquoi réutiliser la technique du miroir. Ok, maintenant que le cadre est posé, on peut enfin plonger au cœur du pays de la pluie. Et honnêtement, je sais pas à quel point c'est une hot take ce que je m'apprête à dire, mais pour moi, hein, le meilleur flashback de tout le manga, c'est bien celui de Nagato, de Yahiko et de Conan. Ouais, voilà, je l'ai dit. Vraiment, aucun autre flashback de l'œuvre ne m'a autant touché que celui-là. En fait, la manière dont Kishimoto nous plonge dans un environnement complètement différent de celui auquel on était habitué, avec le POV de gamin orphelin impuissant, ça me fait un petit quelque chose. Voilà, je saurais pas expliquer, mais ça me touche. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, j'avais justement parlé de la thématique des enfants soldats et de comment elle avait perdu en envergure au fur et à mesure que le manga avançait. Et ben là, on a un des rares exemples où Kishimoto prend le temps de nous faire vivre la guerre à travers les yeux d'enfants. On comprend tout des atrocités qu'ils ont vécues et on comprend aussi pourquoi ils sont eux-mêmes obligés de participer à ce système alors que c'est ce système qui les détruit. Leur seul moyen de survivre, c'est de devenir des ninjas, autrement dit, la chose qui a causé leur mal-être. Et à mes yeux, le coup de maître de ce flashback, c'est la présence de Jiraiya. Parce que tout le propos du personnage tourne autour de la recherche de la paix. Il a passé sa vie à réfléchir à cette question. Comment mettre un terme au cycle de la haine qui rongeait le monde des ninjas? Alors, quand ces 3 enfants orphelins se sont présentés à lui, il a pris ça comme une opportunité. Mais une opportunité pour faire quoi, au juste? Est-ce qu'il cherchait une solution à la paix à travers eux? Et honnêtement, je sais pas pourquoi il se dirait ça. Ou est-ce qu'il a juste fait preuve de bienveillance parce qu'il culpabilisait d'avoir contribué à les rendre orphelins? La question a l'air toute conne, mais en fait le flashback regorge de ces petites questions morales, que ce soit avec Jiraiya, Nagato ou même Yahiko. Déjà, Jiraiya se demande constamment s'il est juste d'enseigner le ninjutsu à des enfants de guerre. Parce que la vraie question qui se cache derrière, c'est de savoir s'il leur donne des moyens de se défendre face aux injustices qu'ils subissent, ou s'il est juste en train de les condamner, sans le savoir, à rester prisonniers du monde des ninjas. Et souvenez-vous de ce que dit Conan la première fois qu'elle revoit Jiraiya. Orochimaru avait raison, parce que lui, il voulait tuer les 3 gamins, et je sais pas si on se rend compte de la folie du truc. Leur monde était tellement foiré que Conan regrette de ne pas être morte avant d'avoir plus souffert. Pur cinéma, comme dirait l'autre. Du coup, ça nous pousse à nous questionner, nous aussi, sur la justesse du choix de Jiraiya. Parce que derrière tout ça, il y a une question bien plus difficile que le manga ne pose jamais vraiment, mais que moi, je peux pas m'empêcher d'avoir. Dans un monde qui est en proie aux guerres et aux injustices, est-ce que c'est nécessairement une bonne chose de sauver des enfants? Je sais pas, moi je demande. La question est horrible, je sais, mais voilà. C'est à ça que je pense quand je pense à ce flashback. Du coup, je vais pas aller plus loin, parce que Kishimoto non plus ne va pas plus loin. Il donne raison à Jiraiya, mais en vrai, je sais pas s'il a raison, moi. Du coup... Ouais, avec tout ce que j'ai dit, du coup, j'ai même pas encore vraiment parlé de Nagato. Mais en fait, son cas est assez intéressant. Déjà, on voit qu'il a perdu ses parents très jeunes. Il en parle lui-même comme le premier des 2 grands drames de sa vie. Donc forcément, c'est important. Mais ce qui est d'autant plus important, c'est l'identité des assaillants, qui étaient des ninjas de Konoha. C'est intéressant parce que, direct, ça va opposer Nagato et Naruto. Genre, est-ce que Naruto peut vraiment reprocher quoi que ce soit à Nagato, alors qu'il est dans le camp de l'oppresseur? Lui qui veut défendre les opprimés, lui qui veut venir en aide aux faibles et aux impuissants, il peut faire ça comment s'il fait partie du problème? Gamberge mon petit. L'autre point qui nous intéresse ici, c'est qu'en rendant Nagato orphelin, ça crée forcément une connexion émotionnelle entre lui et Naruto. Ils comprennent tous les 2 la peine que c'est de grandir sans parents. Donc, on pourrait se dire que c'est ça qui fait de Nagato le miroir de Naruto. Mais pas vraiment en fait, parce que comme l'avait très bien dit Sasuke lors de leur premier affrontement, Naruto sait ce que c'est de grandir sans parents, mais il ne sait pas ce que c'est de les perdre, vu qu'il ne les a jamais connus. Autrement dit, c'est tout un pan de la souffrance de Nagato que Naruto ignore. Donc on peut pas vraiment dire que ça fasse d'eux des miroirs l'un de l'autre. En tout cas, pas pleinement. En réalité, ce qui rapproche Nagato de Naruto, c'est plus le fait d'avoir été tous les 2 les disciples de Jiraiya. Et oui, on en revient encore à lui parce qu'il est clairement la clé de cette opposition. Mais avant de parler de lui, je dois d'abord vous parler d'Yahiko. Vous savez que s'il fallait créer une stat pour faire le rapport entre mon appréciation d'un perso et son temps d'apparition dans l'œuvre, je crois qu'Yahiko fume tout le monde, et toute œuvre confondue. Oui, j'invente des stats pour saucer mon gars, mais de toute façon, vous pouvez rien faire et vous allez rien dire.
Du coup, dans la relation Nagato-Naruto, Yahiko est intriguant, parce que d'une certaine manière, il ressemble beaucoup plus à Naruto que Nagato lui-même. Et c'est étrange, mais il a ce côté entreprenant et ambitieux, genre il a le charisme naturel d'un leader et il veut changer les choses pour le mieux. Sauf que son socle de référence est tellement fucked up à la base que son rêve, c'est de conquérir le monde. Donc à première vue, on pourrait croire qu'il est à des années-lumière de Naruto et son rêve de devenir Hokage. Mais en fait, pas tellement. Parce que si Yahiko veut conquérir le monde, c'est en partie pour s'élever au-dessus des guerres et des injustices, pour enfin pouvoir y mettre un terme. Ce qui n'est au final pas si différent de Naruto et son rêve d'Hokage. Lui aussi, il veut s'élever plus haut que les injustices qu'il a subies pour obtenir suffisamment de pouvoir et d'influence afin de mettre un terme au cycle de la haine. La différence entre les deux, et là je vais me référer au très célèbre discours de Doflamingo à Marineford, c'est que Yahiko a grandi en n'ayant jamais connu la paix, alors que Naruto a grandi en n'ayant jamais connu la guerre. Donc forcément, les routes auxquelles il pense pour arriver à une même destination sont complètement différentes. Quelqu'un qui a grandi en baignant dans le sang, la violence, la domination, les injustices, ne pensera pas à s'élever autrement que par le sang, la violence, la domination et les injustices. C'est le seul moyen qui lui paraît envisageable s'il veut s'extraire de sa condition d'opprimé. Naruto, lui, a certes souffert, mais c'était des souffrances sociales. Il a été mis à l'écart, rejeté par ses pairs. Ce qui est horrible évidemment, mais c'est tout de même moins brutal que ce que Yahiko ou Nagato ont subi. Et même s'il était ostracisé au sein du village de Konoha, ce même village lui offrait d'une part une sécurité vis-à-vis des dangers du monde extérieur, et d'autre part surtout, il lui donnait la possibilité de s'extraire de sa condition. Le rêve d'Hokage de Naruto, c'est quelque chose que Konoha peut offrir via son système, alors que Yahiko n'a rien, absolument aucune perspective d'avenir. Le seul système qu'il connaît, c'est la guerre et la domination. Alors il pense à la seule chose à laquelle il peut penser en plein milieu d'une guerre. Si je suis dans cette situation à cause des conflits entre les autres pays, j'ai juste à m'élever au-dessus de tous les autres pays pour ne plus devoir rien subir. Ce que j'essaye de vous faire comprendre là, c'est que Yahiko et Naruto ne sont pas si différents dans le fond. La vraie différence, c'est le contexte dans lequel ils ont grandi et la gravité des souffrances qu'ils ont subies. Maintenant, si je vous parle autant de Yahiko comme miroir de Naruto, alors que le sujet de la vidéo c'est Nagato, c'est parce qu'il est une partie intégrante du personnage de Pain. Perso, j'ai toujours considéré Pain comme autant Nagato que Yahiko. Pas seulement parce qu'il avait le même corps, mais aussi parce qu'il avait ses idées. En fait, à partir du moment où Yahiko meurt et donc Nagato connaît le second grand drame de sa vie, ce dernier va un peu devenir Yahiko lui-même. Il reprend le leadership de l'Akatsuki, il reprend son idéologie, mais il pousse tout ça beaucoup plus loin. Quand Yahiko voulait devenir le roi du monde, Nagato, lui, ambitionnait d'en devenir son dieu. Les enseignements de Jiraiya avaient poussé Yahiko à fonder l'Akatsuki dans une optique de paix, mais la mort de ce dernier poussera Nagato à reconsidérer toute cette philosophie. Vouloir la paix ne lui avait rien apporté si ce n'est la mort de son ami. Et contrairement à Yahiko, Nagato avait la force nécessaire pour dominer tout le monde. C'est comme ça que Pain est né. Il est la résultante d'une tragédie vécue par 3 orphelins de guerre. Ces enfants étaient donc tous les 3 un miroir à Naruto, parce qu'ils avaient reçu les enseignements de Jiraiya. Mais ce miroir se brise quand Yahiko meurt et donne naissance à Pain. Pour moi, cette dynamique entre Jiraiya et ses disciples et l'opposition qui émergera entre eux derrière, c'est la plus intéressante de tout le manga. Parce que c'est la plus pertinente au vu de ce qu'elle nous raconte. À mon sens, c'est ici que le propos du manga autour du cycle de la haine atteint son apogée. Tout ce qui avait été construit en amont avec Zabuza, Haku, Sasuke et Gaara, tout prend forme pour donner place au meilleur des spectacles. Naruto qui doit faire face aux limites de l'idéologie de son maître. Des limites tellement réelles, tellement concrètes qu'elles sont littéralement personnifiées par Pain. L'échec de Jiraiya en tant que sensei. Et le fait que tout prenne place à Konoha, c'est un détail qui n'est vraiment pas un détail en fait. Konoha, c'est le socle sur lequel Naruto s'est bâti. C'est le système qui lui permet de rêver d'un jour pouvoir accomplir son rêve. C'est tout son monde. Sauf que c'est aussi l'entité qui a détruit les vies de Yahiko, Nagato et Konan à plusieurs reprises qui plus est, vu que Danzo était mêlé à la mort de Yahiko. Donc, à ce moment de l'histoire, Konoha, c'est le monde que Naruto veut absolument protéger, et c'est aussi le monde que Pain veut absolument détruire. Le village, à lui seul, symbolise parfaitement l'opposition entre nos 2 personnages, parce que c'est une opposition qui repose énormément sur le point de vue et le vécu de ces mêmes personnages. Fondamentalement, ils veulent tous les 2 le bien. C'est juste que chacun pense le bien d'une manière différente. Vraiment, en termes d'écriture de combat, je trouve ça excellentissime. Surtout la pertinence du propos, parce qu'on a enfin l'impression que Kishimoto exploite pleinement tout le potentiel narratif de son univers. Maintenant, voilà, rien n'est parfait, et si on me mettait un couteau sous la gorge pour dire du mal de ce combat, je galérerais un peu, mais je vous dirais que la manière dont la résolution est amenée laisse un peu à désirer.
Je parle pas du fait que la confrontation finisse par une conversation. Non, ça pour moi c'est même un point fort du truc. Parce que vous imaginez si Naruto avait juste battu Pain et sauvé Konoha? Ça voudrait dire quoi? Que la manière dont il a gagné, c'est en fait en utilisant les outils de Nagato, à savoir la domination par la violence. Donc il aurait peut-être gagné le combat physique, mais il aurait complètement perdu le combat philosophique. Or, tout le développement du perso repose sur son parcours philosophique. Non, le vrai problème, à mon avis, c'est plus une question de forme que de fond. Et d'ailleurs, je pense aussi que c'est ce problème de forme qui a créé la vanne du Talk no Jutsu. En fait, la conversation qui sert d'opposition philosophique entre Naruto et Nagato, au final, c'est juste Nagato qui déballe son flashback avant que Naruto lui fasse un petit rappel des enseignements de Jiraiya. Ça marche parce que toute la construction qui avait été faite au préalable nous dirigeait vers ce moment, mais j'avoue, c'est un peu maladroit et facile, parce que Nagato, il pose des problématiques concrètes à Naruto, mais évidemment, lui, il n'a aucune réponse tangible à pouvoir apporter. Tout ce qu'il peut faire, c'est demander à Nagato de croire en un avenir meilleur. Que Naruto ait pas de réponse concrète, c'est pas si grave en soi. Si la solution à la paix dans le monde se trouvait dans un manga, je pense que ça se saurait. Maintenant, je peux comprendre que ça déplaise à certains, parce qu'on dirait limite que Naruto scam Nagato, en mode « j'ai pas de solution, mais t'inquiète, fais-moi confiance, ça ira mieux demain, c'est Jiraiya qui l'a dit ». Perso, ça suffit à me convaincre, parce que la vraie réponse de Naruto, c'est pas avec les mots qu'il la formule, c'est en refusant de tuer Nagato malgré toute la haine qu'il ressent à son égard. Mais voilà, comme j'ai dit, je peux comprendre que la manière dont c'est amené ne plaise pas à tout le monde. Ok, je pense que là, on a bien décortiqué le personnage de Nagato pour comprendre en quoi il était un miroir de Naruto. Là où Gaara reflétait le statut de Jinchuriki de Naruto en exacerbant les souffrances de la solitude qu'il avait subie, Nagato se focalise essentiellement sur la question de la paix en nous montrant une version de Naruto qui a cessé de croire en Jiraiya et ses enseignements. Il y a aussi tout un truc sur l'enfant de la prophétie qui serait un disciple de Jiraiya, ce qui renforce naturellement l'opposition entre les deux persos, avec d'un côté Nagato qui était l'ancien candidat et de l'autre Naruto qui est le candidat actuel. D'ailleurs, j'ai beaucoup parlé du passé de Nagato dans la vidéo, mais pour lui aussi, le futur, même s'il sera très court, va être essentiel. En décidant de ressusciter les villageois de Konoha, il nous montre qu'il a choisi de croire activement en Naruto et Jiraiya. Mais ça montre aussi que sa réhabilitation, tout comme pour Gaara, a dû être conditionnée par un acte à la hauteur de ce qu'il avait commis. Très bien, maintenant qu'on a dit tout ça, il nous reste encore une question à laquelle on doit répondre. Pourquoi Kishimoto a réutilisé un schéma en miroir pour cet antagoniste ? Déjà, parce que rien ne l'en empêchait. Je veux dire, il n'y a pas de règle en narration, donc tant qu'un truc fonctionne et qu'il parvient à correctement transmettre les messages et les émotions, bah c'est bon, hein. Rien n'interdit à un auteur de réutiliser une formule qui a déjà fonctionné. Le vrai danger, encore, ça aurait été de raconter 2 fois la même chose. Sauf qu'ici, c'est pas du tout le cas. Nagato et Gaara n'ont absolument pas le même propos. Alors oui, la forme ressemble parce que leurs propos passent à chaque fois par les similitudes qu'ils ont avec Naruto, mais en vrai, ça s'arrête là. Le mal-être que Gaara nous raconte est très orienté sur la solitude et l'isolement social, alors que celui de Nagato cible plutôt la guerre et ses conséquences. Donc déjà là, rien qu'avec ça, on a notre réponse, ce qui fait qu'on pourrait s'arrêter ici. Sauf qu'on peut aller encore bien plus loin. La raison pour laquelle Nagato fonctionne aussi bien en tant qu'antagoniste, alors qu'il reprend la même formule que Gaara, c'est parce que Kishimoto a parfaitement su intensifier sa technique du miroir. En fait, Nagato pose des problématiques qui sont plus importantes encore que celles de Gaara, parce qu'elles interviennent sur une échelle bien plus grande. Il n'est plus question de traiter la solitude d'un seul individu. Ce que Nagato réclame, c'est une réflexion approfondie sur les guerres entre ninjas, sur la condition des petits villages lors de conflits, sur la domination extrême et abusive des 5 grandes nations. En gros, Nagato pousse Naruto dans ses retranchements philosophiques. Mais pour que ça marche, il fallait absolument que Nagato ressemble à Naruto. Comme ça, notre protagoniste, et nous aussi par la même occasion, on se prend toute cette réflexion en pleine gueule sans pouvoir y échapper. Le fait de savoir que Naruto était lui aussi un disciple de Jiraiya et que lui aussi croyait en ses idéaux, ça nous fait bien comprendre que ce monde est tellement foiré qu'il peut détourner du droit chemin même le plus brave des gamins. En fait, à ce moment-là, Naruto voyait ce qu'il pourrait devenir s'il baissait les bras, et je vais même aller plus loin. Il voyait ce qu'il était devenu avant que Minato le ramène à la raison. Parce que la crise que Naruto tape quand il voit Pain tuer Hinata, elle n'est pas bien différente de la crise que Nagato tape quand Yahiko meurt devant ses yeux. Ce qui fait qu'en disant ça, on remet surtout une emphase sur l'entourage de Naruto. C'est le protagoniste de l'œuvre, et il sert clairement de rayon d'espoir pour tout le monde. Sauf qu'à mon sens, une analogie plus pertinente encore, ce serait de décrire Naruto comme un bourgeon d'espoir que des gens s'entêtent à cultiver. C'est ça la beauté du perso. Il est loin d'être infaillible, et on ne voit jamais autant ses défauts que lorsqu'il affronte des versions ratées de lui-même. C'est dans ces moments-là qu'on perçoit réellement à quel point Naruto est véritablement fragile, que ce soit à travers sa propre personne ou à travers ses miroirs qui nous reflètent des manières dont Naruto aurait pu sombrer.
Mais c'est aussi dans ces moments-là qu'on perçoit la grandeur du perso, parce qu'il est lui-même conscient d'être hyper vulnérable. Il sait à quel point il ne serait rien sans le soutien et l'accompagnement de tous ses proches. Donc le faire affronter encore et encore des adversaires qui lui ressemblent, c'est en réalité brillant, parce que ça permet de mettre en lumière des problématiques concrètes de l'univers en nous faisant nous y intéresser par l'intermédiaire de Naruto, et ça permet aussi de faire ressortir toujours plus de défauts et de qualités chez Naruto, en se servant de l'antagoniste. Ce qui contribue finalement à étoffer la caractérisation du perso. En gros, ça développe l'histoire, ça développe l'antagoniste, mais surtout, ça développe le protagoniste. Et puis, dans une histoire qui repose autant sur des confrontations idéologiques, en fait, il n'y a pas de meilleure opposition au personnage principal que quelqu'un qui a un vécu sensiblement similaire, mais une idéologie drastiquement différente. Ok, et mon dernier point sur Nagato maintenant, c'est son timing dans l'histoire. En fait, quand Naruto affronte Gaara, il commence à trouver des réponses aux questionnements sur le monde des ninjas qu'il s'était posé en affrontant Zabuza et Aku. Du coup, la plus-value de Nagato, c'est justement le fait de pousser Naruto encore plus loin dans sa recherche de réponses en amenant des problématiques bien plus complexes. Ce qui fait que, narrativement, Nagato est nécessaire à ce moment-là de l'histoire pour d'une part amener une menace sérieuse au monde du protagoniste et d'autre part lui permettre de grandir et d'avancer vers son objectif de devenir Hokage. Donc, au final, ce qu'on a mis en évidence avec l'analyse de ce combat, c'est d'abord la manière avec laquelle Nagato était construit en miroir par rapport à Naruto, en se basant principalement sur la question de la paix dans un monde en guerre, et puis surtout, on a pu comprendre pourquoi est-ce que la réutilisation d'une construction en miroir était pertinente, importante, mais aussi, et surtout, nécessaire aux propos que voulait nous amener Kishimoto. Ok, bon... C'était long, mais avec ça, on peut définitivement conclure cette partie sur Nagato pour parler de notre troisième et dernier antagoniste, Obito Uchiwa. Mais avant ça, si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'imagine que vous aimez bien la vidéo, donc ce serait sympa si vous pouviez me le faire savoir en mettant une tonne de likes et de commentaires. Et puis, comme je sens que vous êtes de bonne humeur, abonnez-vous aussi, je vous assure, vous le regretterez pas. Bien, maintenant que l'autopromo est fini, on peut s'intéresser à notre bon vieux Obito. Et corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai vraiment l'impression que de tout le manga, c'est le personnage qui divise le plus l'opinion de la communauté. En tout cas, je vois aucun autre perso de l'œuvre qui a autant de fans et autant de haters en même temps. Ce qui nous en dit est déjà beaucoup sur son cas. Et si vous voulez mon avis, je suis pas spécialement fan du perso, mais je suis clairement beaucoup plus proche du fan que du hater. Alors, en analysant le combat d'Obito contre Naruto, je vais tâcher d'expliquer en quoi sa construction est un miroir à celle de Naruto, et puis on pourra s'intéresser à la pertinence de ce choix pour un des derniers antagonistes de l'œuvre. Comme pour les autres, si on veut comprendre Obito, on doit d'abord comprendre son passé. Là encore, on est sur une tragédie, et là encore, on est sur un de mes flashbacks préférés. Mais j'avoue, c'est plus pour la manière dont il impacte Kakashi que pour Obito en lui-même. Histoire de recontextualiser brièvement le flashback, le jeune Obito rêvait d'être Hokage, il faisait partie de l'équipe de Minato avec Rin et Kakashi, et il était amoureux de Rin. Son équipe prendra part à la 3e Grande Guerre Ninja, mais pendant une des missions que leur avait confiée Minato, Obito perdra la vie. En tout cas, c'est ce qu'on pense, après avoir secouru Rin. C'est aussi à ce moment que Kakashi récupère son Sharingan. Ce flashback, c'est un des moments les plus importants de l'œuvre, parce que c'est à partir de là que Kakashi adopte sa philosophie qui consiste à privilégier la vie de ses amis plutôt que les missions. Sauf que cette même philosophie est un des fondements sur lesquels va s'appuyer Naruto, vu que c'est le premier enseignement que Kakashi lui donne. Perso, ce que je trouve le plus intéressant dans ce flashback, c'est qu'il réactive deux thématiques dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo avec Zabuza et Aku. D'abord, il remet la déshumanisation des ninjas au centre du récit, ce qui est forcément une réussite à mon sens, parce que cette thématique est tellement pertinente vis-à-vis de l'univers qu'elle se doit de rester au cœur du manga. Ensuite, il y a aussi la question des enfants ninjas qui est remise au devant de la scène en nous montrant à quel point ça peut être dangereux et risqué de faire participer des enfants aux guerres. D'ailleurs, à mon avis, un des plus gros flops de la 4e Grande Guerre Ninja, c'est justement le fait que ces deux thématiques passent complètement à la trappe. Alors que tous les flashbacks qu'on a eus sur les précédentes Grandes Guerres nous montrent justement à quel point ce sont des enjeux réels au moment des guerres, que ce soit avec les orphelins de la pluie, ici avec Obito, ou même durant le flashback de Madara et Hashirama. Mais du coup, pour en revenir à Obito, si on s'en tient juste à ce flashback, en fait, on a juste une copie quasi inaltérée de Naruto, dans le sens où cette version d'Obito a tous les traits caractéristiques d'un jeune Naruto, que ce soit son comportement, sa personnalité, ses capacités ou même ses ambitions. Ce qui veut dire qu'à ce stade, Obito n'est pas encore le reflet d'un miroir brisé, il n'est en rien une version déformée du protagoniste, c'est juste un Naruto qui serait mort trop tôt, sans pouvoir accomplir ses rêves. D'ailleurs, j'ai déjà vu certains dire qu'ils auraient préféré qu'Obito soit vraiment mort sous les rochers.
Bon, je comprends la take, hein, mais honnêtement, je préfère qu'il ait survécu. Pour moi, son histoire est suffisamment intéressante que pour mériter d'être racontée. Et justement, son histoire prend une tournure intéressante quand il est récupéré puis manipulé par Madara pour devenir l'objet de sa vengeance. Le miroir que représente Obito à ce moment-là se brise réellement quand il part pour secourir ses amis, mais qu'il voit Rin mourir des mains de Kakashi. La seule chose en laquelle Obito croyait vraiment, c'est qu'il fallait toujours venir en aide à ses amis, peu importe les circonstances. On peut dire que c'est son indo et même une des motivations qui le poussait à vouloir devenir Hokage. On sait et on voit que c'est une personne profondément bienveillante, ce qui fait qu'il refuse de jouer le jeu de la guerre en mettant ses sentiments de côté. Mais le problème avec ça, c'est que cette bienveillance sera la clé de sa propre déchéance. Quand il voit Kakashi tuer Rin, c'est tout son monde qui s'effondre. Tout ce en quoi il avait un jour cru. Il était devenu un ninja en pensant pouvoir échapper aux règles du jeu, mais le jeu et sa brutalité l'ont rattrapé, et tout son sentimentalisme s'est alors retourné contre lui. Faut bien comprendre qu'à ses yeux, le père de Kakashi, c'était un héros parce qu'il avait sacrifié son honneur pour la vie de ses amis. C'est ce genre de ninja qu'Obito aspirait à devenir. Donc quand Rin meurt, c'est aussi son rêve du ninja idéal qui meurt. Il n'a pas pu protéger la vie de ses amis. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il aurait quand même pu retourner à Konoha. Je veux dire, c'est pas comme si Madara ou Zetsu le menaçaient. Pourtant, il retournera bel et bien chez eux. Il y retourne parce que la naïveté qu'il rendait si bienveillant s'est confrontée aux atrocités de la guerre et il n'a pas su être suffisamment fort que pour passer outre. Donc il a privilégié le confort de la haine. Au final, pour un Uchiwa, c'est pas déconnant. Le manga nous montre bien qu'ils sont particulièrement intenses dans leurs émotions, qu'il s'agisse du bon ou du mauvais. Du coup, voir un Uchiwa sombrer dans la haine après la perte d'un être cher, c'est assez cohérent. Mais j'aimerais aussi rappeler la scène de Naruto contre Pain pour bien mettre en évidence que c'est pas du tout un truc exclusif aux Uchiwa. Si Naruto n'avait pas eu Iruka, Kakashi, Jiraiya, Minato ou Kushina pour l'aider, lui aussi aurait très bien pu finir comme Obito. Et là encore, ça nous montre ô combien le personnage de Naruto existe pour aider les autres à se relever, mais aussi qu'il existe grâce aux autres. C'est parce qu'Obito s'était retrouvé seul à ce moment-là qu'il est retourné chez Madara. Personne d'autre n'était là pour lui tendre la main, et il n'a pas su trouver la force et le courage de retourner dans un monde qu'il pensait déjà mort. La vie d'Obito est une tragédie façonnée par la guerre. Alors qu'il n'était qu'un gamin plein de rêves et d'espoir, il a vu son avenir fauché par la haine des hommes. Son histoire n'est donc pas bien différente de celle de Nagato. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'ils se sont associés dans l'Akatsuki. Mais alors, si on prend un peu de recul, la question qu'on peut naturellement se poser maintenant, c'est l'intérêt du personnage. Il sert à quoi Obito s'il est construit de manière similaire à Nagato et qu'en plus il raconte la même chose? Et là, on va s'amuser, parce qu'il y a clairement du bon et du mauvais dans tout ça. Donc, pour rappel, le focus de Gaara, c'était principalement la solitude et l'ostracisation subie par un individu perçu comme différent. Ensuite, avec Nagato, on s'est concentré sur les conséquences de la guerre et l'impossibilité de la paix. Si je reparle de ça, c'est pour rappeler qu'entre ces deux antagonistes, il y a eu un step assez clair en termes d'enjeux narratifs, mais aussi de thématiques abordées. Nagato est une menace plus importante à l'univers, mais il traite aussi des sujets plus importants que Gaara. Donc, une fois qu'on a rappelé ça, il faut voir ce qu'il en est du passage entre Nagato et Obito. Et ce qu'on remarque en fait, c'est que le step-up est clairement moins évident. En tant que menace à l'univers, ça, y a pas de débat, vu qu'on passe d'un conflit qui ne concerne qu'un seul village avec Pain à un conflit qui concerne le monde entier avec Obito. Mais c'est pas ce qui nous intéresse, ce que je veux comprendre moi, c'est pourquoi Obito, en tant que miroir à Naruto, intervient à ce moment-là de l'histoire. Qu'est-ce qu'il nous dit du monde ninja que Nagato ne nous disait pas déjà ? Et là je bloque un peu en fait. Pourtant il y a des trucs super intéressants avec Obito, comme le fait qu'il soit un ninja de Konoha, et donc une preuve vivante de l'échec du système que je glorifiais tout à l'heure. Il y a aussi son rêve de vouloir devenir Hokage, qui se brise en 1000 morceaux pour laisser place à quelque chose de bien plus sombre, avec le Tsukuyomi infini. Le rêve d'Obito est particulièrement intéressant ici, parce qu'il représente un peu le dernier obstacle de Naruto sur sa voie pour devenir Hokage. Donc faire affronter au protagoniste quelqu'un qui avait le même rêve mais pas la force de l'accomplir, c'est grave pertinent et ça offre une confrontation géniale qui permet de concrétiser toujours un peu plus les ambitions de Naruto. Et puis l'identité même d'Obito en tant qu'individu est intéressante à analyser, parce que c'est clairement quelque chose avec lequel il est pas à l'aise. À partir du moment où il décide de retourner chez Madara après être sorti une première fois de la grotte, il accepte en réalité la mort de la personne qu'il était. Obito n'existe plus à ses yeux, il ne sera plus rien d'autre qu'un homme masqué. C'est pour ça que quand il se présente à Naruto, il se décrit comme Madara, puis comme personne. En fait, il ne considère plus son existence à travers son identité, mais seulement à travers son objectif. Ce qui explique d'ailleurs aussi pourquoi Naruto place une telle emphase dans le fait de briser le masque d'Obito. Il veut absolument faire ressurgir son identité pour pouvoir affronter un individu et pas juste un objectif impersonnifié.
Un dernier point qu'on pourrait soulever dans cette construction miroir, c'est la grande guerre en elle-même. Parce que, de base, si Obito veut devenir Hokage, c'est pour pouvoir venir en aide à un maximum de personnes. Ok, mais après avoir été lui-même brisé par une guerre, il change d'avis et renonce à changer le système de l'intérieur. En gros, ça veut dire qu'il abandonne le rêve de Naruto. Sauf que, du coup, pour son nouveau rêve, il va devoir mener la guerre, et donc il va participer à créer des atrocités similaires que celles que lui avait subies. C'est un paradoxe, mais évidemment, lui justifie ça en pensant que c'est un mal nécessaire pour un plus grand bien. En ce sens, je peux comprendre l'intérêt d'Obito comme antagoniste faisant suite à Nagato. Mais en même temps, si vous avez bien prêté attention, il y a pas mal de thématiques d'Obito dont je viens de parler qui rejoignent celles de Nagato sans spécialement aller plus loin. La question de Konoha est peut-être la plus intéressante ici, parce qu'en gros, la seule vraie différence entre ces deux antagonistes, c'est l'ampleur des combats qu'ils mobilisent. Mais au vu des thématiques qu'on a mis en évidence, rien ne nous aurait empêché d'interchanger les deux, et donc d'avoir Obito qui affronte Konoha, pendant que Nagato, lui, affronte une coalition de ninjas. Donc quand je dis que la question de Konoha est intéressante, c'est en réalité pour savoir qui des deux serait le plus pertinent au vu de son propos pour affronter Konoha. Nagato a ses raisons, parce que la guerre qu'il a subie a été en partie causée par Konoha, mais c'était une guerre qui impliquait aussi d'autres villages ninja. Obito, lui, aurait été intéressant parce que c'est un ninja de Konoha, mais le ressentiment qu'il développe après la mort d'Orin, en fait, n'est pas spécialement dirigé vers Konoha, c'est plus généralisé que ça. Ce qui m'amène donc à penser que Nagato reste le meilleur choix pour affronter Konoha, mais c'est vraiment léger comme différentiel. Parce que du coup, le vrai problème qu'on a soulevé avec toutes ces questions, c'est que l'intérêt d'Obito comme miroir à Naruto en dernier n'est pas si évident. On peut le justifier et même le comprendre, mais on peut aussi très facilement le critiquer et le remettre en question. Même vis-à-vis du parcours du protagoniste en fait, la seule vraie plus-value qu'Obito apporte, c'est son rêve d'Hokage abandonné. Sauf que c'est pas pour être méchant, mais même Itachi, ressuscité, a été plus important pour Naruto dans son rêve. Donc quand on compare ce passage avec celui de Gaara Nagato, on se rend bien compte que c'est super léger. En fait, le personnage d'Obito est bon si on ne considère pas le contexte dans lequel il intervient. Mais ça, c'est impossible et même insensé. Il faut considérer le contexte. Et ici, le contexte, c'est que c'est un des derniers antagonistes de l'œuvre. Il est censé être une menace au monde des ninjas dans son entièreté, mais il répond pas du tout à la hauteur de ses attentes. C'est un antagoniste avec un propos intéressant, ça c'est sûr, mais je me demande s'il aurait pas gagné à ne pas être un miroir de Naruto, en assumant pleinement l'identité de Madara par exemple, ou alors en intervenant plus tôt dans l'histoire. En tout cas, cette proposition de Kishimoto n'est, à mon avis, pas à la hauteur des précédentes. Ok, maintenant pour continuer la discussion, on va prendre un peu de recul pour se réintéresser de manière plus généralisée à ce système de construction miroir à travers tout le manga. Et la première chose qu'on peut dire, c'est que cette manière d'écrire les antagonistes fonctionne. Il y a un réel intérêt scénaristique et thématique là derrière. En fait, en opposant Naruto à quelqu'un qui lui ressemble, ça va plus facilement nous impliquer dans le combat parce qu'on s'est attaché à notre protagoniste via ses difficultés, et donc on peut aussi très facilement comprendre celles de ses adversaires. Et vu que tout le manga repose sur des conflits idéologiques, pour rendre des confrontations entre notre héros et ses ennemis intéressantes, il faut nécessairement qu'on puisse un minimum connecter avec ces mêmes ennemis. D'où l'intérêt d'en faire des reflets de Naruto. Ensuite, on a aussi vu à quel point ils étaient importants dans le parcours de Naruto. Encore une fois, ça fait sens avec ce que cherche à nous raconter Kishimoto. Dans cet univers, les antagonistes ne sont pas des monstres, mais simplement des humains qui ont été brisés par le monde dans lequel ils ont grandi. Et donc, en mettant Naruto sur leur chemin, Kishimoto confronte leur échec, mais il reconnaît aussi toute la fragilité du système qui les ont poussés vers cet échec. Ce qui permet à Naruto d'évoluer vers son rêve en prenant conscience des failles de son monde. Pour devenir Hokage, Naruto ne doit pas seulement devenir plus fort, il doit aussi beaucoup prendre en sagesse et maturité pour réellement saisir la complexité du monde qu'il veut changer. Ça servirait en rien d'en faire un Hokage s'il comprenait pas ce qui allait mal avec son monde. Et donc, le meilleur moyen de lui faire comprendre ça, c'est de le faire affronter des personnes qui lui ressemblent pour lui montrer ce qu'il aurait pu être si quelques détails de sa vie avaient changé. En faisant ça, Naruto réalise la chance qu'il a eu d'avoir cette vie, et donc il comprend aussi que d'autres n'ont pas eu cette chance, alors il se charge de la leur donner. Mais ce message vaut autant pour Naruto que pour nous, les lecteurs de l'œuvre. Nous aussi, on prend conscience de la chance qu'il faut pour s'en sortir et de l'importance de l'entraide. Donc ça c'est pour l'idée générale. Maintenant si on s'intéresse à l'évolution du schéma, on a vu que ça coinçait à un moment. Autant le passage de Gaara à Nagato était très bon et très bien géré parce que Kishimoto a su renouveler les thématiques abordées tout en gardant l'idée de miroir. Autant le passage vers Obito, il manquait clairement d'intensité. En fait le problème c'est qu'Obito et Nagato partagent trop de points communs sans marqueur distinctif suffisamment important. Du coup ça nous donne l'impression d'une redondance alors qu'on n'avait pas du tout ça quand on a découvert Nagato. Donc on peut se demander si Kishimoto a pas forcé en réutilisant ce schéma du miroir. Est-ce qu'il l'a fait parce qu'il pensait que c'était ce qu'il y avait de mieux ou juste parce qu'il n'avait pas d'autre idée ?
Ou pire encore, est-ce que c'était de la paresse intellectuelle? Peut-être qu'il a vu que son schéma avait bien fonctionné jusque-là, du coup il l'a réutilisé, mais sans avoir l'inspiration nécessaire pour l'améliorer. Parce qu'il y a un truc aussi dont j'ai pas encore parlé, mais ce schéma de miroir, au final, n'est pas exclusif aux 3 antagonistes que j'ai abordés ici. Je sais pas vous, hein, mais moi quand je vois Haku, j'ai un peu l'impression de voir un prototype de Gaara dans le fond, avec cette emphase sur la solitude causée par sa propre force. Et puis, comment ne pas parler du plus gros miroir de Naruto, à savoir Sasuke? Alors j'admets, leur cas est complexe parce que la relation est tellement développée que ça évolue vite au-delà de ce simple aspect miroir. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo qui retrace toute leur relation en profondeur, mais bon, vu que la vidéo risque de faire 5 heures et que je suis un flemmard dans l'âme, c'est pas près d'arriver. Par contre, j'ai déjà fait une vidéo sur leur premier combat, qui est mon préféré de l'œuvre, et du coup, quand on regarde bien comment Kishimoto construit cette opposition, il l'a fait clairement reposer sur la solitude partagée entre ces 2 personnages. Du coup, j'en suis venu à me demander s'il était capable d'écrire ses antagonistes autrement que comme des miroirs à Naruto. Je sais pas moi, peut-être qu'il y en a autant, c'est juste parce que c'est tout ce qu'il est capable de faire. C'est une question rhétorique, hein, si jamais, évidemment, qu'il en est capable. Et à première vue, on pourrait se dire que c'est pas si grave d'en avoir autant, même moi c'est ce que je disais plus tôt dans la vidéo. Si une technique fonctionne, alors pourquoi ne pas la réutiliser ? Bah si, en fait, il y a quand même un problème à écrire autant de personnages comme des miroirs du protagoniste. Parce que la personnalité de Naruto, elle est limitée. Le frérot, il a pas une infinité de traits caractéristiques intéressants. Avoir grandi seul en étant le réceptacle de Kyuubi, pour moi, ça c'était le plus facile à traiter et il l'a bien fait avec Gaara. Et même un peu Sasuke d'ailleurs. Mais alors, vouloir devenir Hokage ou être le disciple de Jiraiya, honnêtement, c'est pas si intéressant que ça. Kishimoto a su bien exploiter le deuxième à travers Nagato, et ça, c'est tout à son honneur, mais du coup, on retombe encore sur le problème d'Obito, qui ressemble forcément à Nagato, parce qu'il y a juste pas 1 milliard de trucs à pouvoir raconter. Sauf qu'en plus de desservir Obito, réutiliser autant de fois cette idée de miroir finit aussi par desservir le personnage de Naruto, parce qu'on voit clairement que Kishimoto est en train d'essorer le moindre petit trait intéressant de sa personnalité pour construire ses antagonistes. Mais à force de voir autant de personnages qui ressemblent à Naruto, moi j'ai juste l'impression de voir l'essence même de mon protagoniste diluée à travers tous ses adversaires. Au final, c'est un peu le revers de la médaille, parce que, encore une fois, la technique est brillante et permet vraiment de raconter tout un tas de choses sur l'œuvre et ses personnages. Mais du coup, c'est tellement brillant que Kishimoto l'a utilisé encore et encore et encore et encore et encore, jusqu'à lui faire perdre sa propre brillance. D'ailleurs, un petit fact dont j'ai pas parlé, mais que vous pourriez trouver intéressant, c'est que tous les personnages qui servent de miroir à Naruto sont aussi des orphelins. Mais encore une fois, autant c'est bien géré pour les premiers parce qu'on ressent leur solitude à ce niveau-là, autant le fait qu'Obito soit orphelin, j'ai l'impression qu'il lui a vraiment enlevé ses parents par réflexe. Genre, il n'avait pas d'idée, il a dit « Bon, allez, tiens, toi aussi, on va jarter tes parents », parce que ça n'a pratiquement aucune importance dans l'histoire. Je me demande même si ça aurait pas été plus intéressant de les laisser en vie. Au moins, ça aurait rajouté de l'intérêt au moment où Obito refuse de rentrer chez lui, et puis surtout, on aurait peut-être pu voir Obito tuer ses propres parents le soir où le clan a été massacré. Mais voilà, c'est un point de l'intrigue pas spécialement intéressant et je l'ai surtout mentionné pour montrer encore une fois à quel point la construction d'Obito est fragile par rapport à celle des autres. Ah oui, aussi, vous avez peut-être remarqué que j'ai pas spécialement parlé de la manière dont l'histoire d'Obito s'était terminée. En fait, je suis désolé, hein, mais j'avais juste pas envie de reparler de la fin de Naruto parce que ça me déprime. Et puis, de toute façon, c'est la même chose que ce qu'on a dit sur Nagato, donc j'allais juste me répéter. Avant de passer à la conclusion, j'avais envie de reparler un peu du message global de l'œuvre que Kishimoto nous fait passer à travers tous ces miroirs de Naruto. Donc le procédé c'est toujours le même. D'abord il utilise le passé pour humaniser l'antagoniste et ensuite il utilise le futur pour amorcer sa rédemption. Et comme je l'ai dit plein de fois dans la vidéo, ce genre de truc c'est ma cam. Moi j'aime bien cette vibe optimiste, ça me permet de rester dans mon déni parce que le monde est suffisamment noir comme ça, j'ai pas en plus envie de lire des fictions qui me le rappellent. Après, en vrai, il faut quand même noter que Kishimoto n'est pas si naïf que ça. Je veux dire, il y a des personnages du manga qui sont purement et simplement mauvais, sans la possibilité d'une rédemption. D'ailleurs, je me demande parfois comment Kishimoto choisit ses persos qu'il veut humaniser. Genre Hidan, Kakuzu ou Kisame, on en a rien à foutre d'eux et on est bien content qu'ils meurent. Pourtant, ils n'ont pas commis plus d'atrocités que Nagato ou Obito. Mais à mon sens, la vraie question qu'il faudrait se poser maintenant par rapport au message de Naruto, c'est si tout le monde mérite vraiment cette rédemption. Genre, est-ce qu'il n'y a pas un moment quand même où on atteint le point de non-retour ? Pardonner et permettre à tout le monde de se racheter. En théorie, c'est génial. En pratique, je sais pas en fait, j'ai pas d'avis à vous donner parce que moi j'aimerais bien croire en cette philosophie, mais ça revient quand même à tenter le diable un peu. Parce que pour un Gaara, il y en a combien qui seraient des récidivistes ? D'ailleurs, ça aurait peut-être été intéressant d'avoir un antagoniste que Naruto pense avoir sauvé, mais qui replonge dans les ténèbres derrière. Mais bon, Kishimoto voulait clairement pas se compliquer la vie, et honnêtement, je peux le comprendre. Bref, maintenant on peut passer à la conclusion.
Ok, alors, pour conclure cette vidéo, qu'est-ce qu'on a appris? En commençant par le combat de Naruto contre Gaara, on a pu expliquer l'intérêt de la construction en miroir qui permet d'humaniser l'adversaire, de recontextualiser le combat en une opposition idéologique, et de faire transparaître les défauts et qualités de notre protagoniste à travers le reflet de l'antagoniste. Pour Gaara, cette construction s'est faite via la condition de réceptacle que les deux personnages partagent. Ensuite, avec Nagato, on s'est intéressé à la question de la guerre et aux conséquences de celle-ci, notamment sur les enfants, mais aussi sur les petits pays dominés par de grosses puissances. Et au vu de la progression thématique, on a aussi compris pourquoi la réutilisation d'une construction miroir ne posait pas problème ici. Enfin, avec Obito, on a reparlé de la guerre, de ses dangers, de ses conséquences, de la déshumanisation des ninjas et des enfants soldats, ce qui nous a donné pas mal de points communs avec Nagato, et ce qui nous a donc aussi poussé à questionner l'intérêt du perso. Au final, ce qu'on a pu voir à travers toute cette vidéo, c'est qu'en opposant Naruto à des personnages qui lui ressemblent, ça crée très facilement des confrontations idéologiques intéressantes qui lui permettent de mûrir en tant que personne et de progresser vers son rêve de devenir Hokage. Mais du coup, on a aussi vu que cette approche possédait des limites, parce qu'au bout d'un moment, les antagonistes n'apportent plus de valeur ajoutée significative au niveau des thématiques, comme on a pu le constater avec Obito. Ah oui, et dans tout ça, l'évidence que j'ai pas encore dit, c'est que ça permet aussi à Kishimoto de nous rappeler l'importance de l'entraide. Bref, c'était tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et un petit commentaire histoire de soutenir la chaîne. Abonnez-vous aussi, ça fait toujours plaisir. Un petit 10K d'ici 2027, Inch'Allah, ce serait pas de refus. Sur ce, c'était le Strauss, merci d'avoir regardé et à la prochaine.